tous. Un gros merci au docteur David Saint-Jacques qui a accepté de faire sa présentation à cette première conférence. Je vais vous repasser la parole au professeur Mécari, mais j'aimerais vous signaler que le docteur Mécari, le dernier chercheur qu'on a de notre équipe du centre de recherche, donc il est ici depuis l'été 2021. Il serait la personne principale pour l'organisation de cette série de conférences et présentations de recherche en santé. Donc, bienvenue et merci. Je vous retourne la parole au professeur Mécari. Excellent, Dr. Landry, merci beaucoup. Donc, avant de vous présenter le Dr. Saint-Jacques, juste une petite récapitulation sur comment ça va fonctionner aujourd'hui. Donc, pour la présentation, le Dr. Saint-Jacques va présenter pendant environ une vingtaine de minutes. Par la suite, suivra une période de questions avec vous, les gens qui sont sur l'appel. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, on vous invite à soit les poster dans le chat ou les noter et vous pourrez les demander au Dr. Saint-Jacques durant la période de questions qui sera allouée après sa conférence. Donc, comme l'a mentionné le Dr. Landry, Dr. Saint-Jacques, évidemment, un background assez intéressant, assez riche. Le Dr. Saint-Jacques est habité depuis toujours par un profond désir d'explorer le monde qui l'entoure. Avant de se joindre au programme spatial canadien en mai 2009, il a pratiqué la médecine de famille dans un village de l'Arctique canadien donnant sur la baie d'Hudson. Il a auparavant travaillé comme astrophysicien à Cambridge, à Tokyo, à Hawaï et à Montréal. Il a également été chargé d'enseignement clinique à la faculté de médecine de l'Université de McGill et un ingénieur dans une PME québécoise. En tant que membre de l'équipe internationale d'astronautes, Dr. Saint-Jacques a occupé notamment le poste de Capcom, ainsi que diverses fonctions de planification et de soutien aux opérations au Centre de contrôle mission et au Bureau des astronautes de la NASA. Le 3 décembre, il s'est envolé pour la Station spatiale internationale à titre d'ingénieur de bord et copilote du vaisseau Soyouz de la mission Expédition 58-59. Pendant son séjour à la station, il a réalisé une série d'expériences scientifiques, des tâches de robotique et des démonstrations technologiques. Le Dr. Saint-Jacques est devenu le 4e astronaute de l'Agence spatiale canadienne à sortir dans l'espace et le premier à attraper un vaisseau cargo avec le Canadarm2. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous présente l'homme qui a passé au-delà de 204 jours dans l'espace, l'astronaute, le Dr. David Saint-Jacques. Allô, allô? Entendez-vous? Oui, on vous entend, Dr. Saint-Jacques. Bonjour, bonjour. Merci pour l'introduction. Écoute, c'est un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui, de m'adresser à des collègues, de m'adresser en français. Je voulais vous présenter peut-être, si on a le temps, un petit vidéo que l'Agence spatiale canadienne a préparé qui résume un peu la mission. Si on peut se permettre de faire ça, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer ce vidéo-là. OK? Alors, sure. Est-ce que j'ai l'autorisation de partager mon écran? Ça devrait, oui. On vous a mis comme présentateur. OK. Vous voyez la présentation? Oui.
Docteur Saint-Jacques, est-ce qu'il devait y avoir du son sur votre vidéo? Les personnes n'entendent rien. Allô, me revoilà. Vous êtes toujours avec moi? Oui, on est toujours avec vous. Il n'y avait pas de son dans la vidéo, par contre. Ah, je vous ai demandé tout début. OK. OK. Il n'y avait pas de son, hein? Dane, do you have an idea what we can do about this? Une personne dans le fil de discussion dit qu'il faut cliquer sur Share Computer Audio pour que le son soit partagé. Le fil de discussion, vous parlez de quoi, là? Ben, quand est-ce que vous avez appuyé sur le bouton pour partager votre écran, Ouais. il y a une case à cocher pour dire que vous voulez que le son de l'ordinateur soit partagé aussi. Si vous avez Teams en français, ça va être écrit inclure le son de l'ordinateur. En anglais, ça serait écrit include computer. Oui, je le vois maintenant. OK. All right. Bon, voulez-vous qu'on recommence ou comme vous voulez? Vous avez le temps, on peut recommencer si ça peut faire plaisir aux auditeurs. Ah oui, d'accord, parfait. Ben, dites-moi-le, n'hésitez pas à parler fort puis me le dire live s'il y a un problème comme ça parce que je ne peux pas suivre les commentaires. Le 3 décembre 2018, David Saint-Jacques réalise un rêve. Il s'envole vers la Station spatiale internationale pour un voyage de plus de 6 mois dans l'espace. Est-ce que vous avez du son maintenant? Oui. Oui. Alors que les astronautes sont mis en quarantaine avant de partir dans l'espace, le rêve devient de plus en plus concret. Le lancement du 3 décembre est un succès. Le périple de David pour rejoindre la station spatiale et s'y arrimer dure 6 heures. Une fois à bord, c'est un horaire très chargé qui attend les astronautes. Bienvenue à bord de la station spatiale. De la réalisation d'expériences scientifiques à la maintenance de la station spatiale, en passant par l'exercice physique quotidien et des communications avec de jeunes Canadiens de partout au pays, il doit effectuer une multitude de tâches pour le succès de sa mission. C'est un immense privilège de se trouver ici. Très peu de gens ont eu la chance de voir ceci de leurs propres yeux. David a la chance d'assister à une première mondiale, le vol d'essai du vaisseau Dragon dédié au transport d'équipage. Bon voyage, Dragon. Bon voyage, Ripley. Le 14 mars, 3 nouveaux coéquipiers arrivent à la station. Le 8 avril, David Saint-Jacques effectue sa première sortie dans l'espace. Bonjour, TC, je suis prêt. Il est accompagné de l'astronaute de la NASA, Anne McLean.
Durant 6h30, ils effectuent plusieurs tâches, dont le branchement de câbles pour fournir un circuit électrique redondant au Canadarm2. David devient le 4e astronaute de l'Agence spatiale canadienne à faire une sortie dans l'espace. On prend le temps de regarder autour et on prend le temps d'essayer d'absorber ça. Honnêtement, je suis sûr que ça va me prendre encore des semaines, des mois, peut-être des années à vraiment absorber l'expérience. Il est aux commandes du Canadarm2 pour attraper le vaisseau cargo Dragon de SpaceX. Bienvenue à bord, Dragon. On se recule et on voit la station qui s'éloigne doucement, les panneaux solaires qui s'éloignent. Il y a du mouvement. On a l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on flotte. Ça nous fait penser un peu à l'impact peut-être qu'on ressent une collision en voiture. C'est vraiment un arrêt brusque. La vague est très forte, cette vague énorme qui m'a venu jusqu'ici. C'était tout un voyage. Je suis juste complètement abasourdi. C'est très touchant, c'est une leçon d'humilité. Ça donne envie de revenir sur Terre et de faire sa part pour la protéger encore plus. OK. Plus de succès cette fois? Oui, excellent. On a tout entendu. OK, très bien. Bon, et voilà, bon, ça brise un peu la glace, j'espère. Et puis, il y aura du temps pour poser des questions, mais au moins, ça vous donne un peu une idée de ce que j'ai traversé dans les années précédentes. Il y a quand même quelque chose, on peut en parler longtemps là, de l'espace, on peut en parler longtemps de la médecine dans l'espace. Je vais laisser la période des questions un peu déterminer là, le focus pour vous. J'ai préparé quelques diapositives pour illustrer mon propos. Je pourrais vous présenter ça ou on peut sauter directement aux questions. Si vous voulez, je peux montrer un peu la présentation que je fais normalement dans les conférences comme ça, ou on peut carrément aller aux questions. Je vous laisse juger là, ce qui est le plus approprié pour ce forum-ci. Docteur Saint-Jacques, je pense que ce serait intéressant de voir un peu votre présentation. Puis là, ça pourrait peut-être provoquer ou stimuler des idées pour les questions par la suite, si c'est correct avec vous. Excellent, faisons ça. OK. Alors, on y va. OK, vous devriez voir ma présentation, la voyez-vous? Oui. OK, donc, moi, je ne me vois pas, par exemple. Est-ce que je ne sais pas si je suis bien placé dans l'écran? Je suis au centre? Oui. J'ai commencé ma carrière quand j'étais recruté comme astronaute, dans le fond. J'étais médecin. Médecin dans le Grand Nord du Québec, un petit village là, de la baie du Tusson. Et ça m'a préparé, je ne savais pas à l'époque, mais c'était une bonne préparation pour ce qui m'attendait par la suite. D'abord, c'est un point de vue, une espèce de... C'est comme travailler à l'étranger un peu. C'est une demande incroyable de flexibilité culturelle, de sens de l'adaptation. Ça, c'est évidemment très important pour n'importe quel métier opérationnel. Et puis, ça m'a bien servi dans la carrière internationale d'astronaute. Mais c'était surtout très sympathique de travailler avec les Inuits dans le nord du Québec. Depuis que je suis revenu de l'espace, j'ai encore remis mon chapeau de médecin. Alors, je vous parle comme collègue. Je travaille sur les unités COVID là, des hôpitaux à Montréal depuis le début de la pandémie. Mais pour revenir à mes premières armes, qu'est-ce que j'ai appris comme médecin de famille dans le Grand Nord? C'est un peu de la médecine de brousse, hein, avec les pilotes de brousse, justement, qui pilotent nos avions ambulances, les super infirmières, qui sont un peu nos meilleurs amis. On a un petit groupe très serré et on fait ce qu'on peut pour livrer les meilleurs soins de santé possibles. Donc, cet esprit de débrouillardise-là, ce sens de responsabilité aussi, parce qu'il n'y a personne à qui passer le patient, c'est tout sur nous. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très en commun avec les missions spatiales. Mais en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que j'ai commencé comme astronaute. Mon début comme astronaute, c'était comme ça. Un peu comme tout le monde. J'ai commencé comme un petit garçon, la tête pleine de rêves.
Et ce qui me faisait particulièrement rêver, c'était ces images-là. Les premières fois que j'ai compris ce que je regardais, hein, la Terre qui flotte dans l'espace, c'est là qu'on est. Ça a complètement bouleversé ma perspective sur le monde, sur la vie, et c'est devenu un peu mon obsession, pas de devenir astronaute, parce que je ne pensais pas que c'était possible quand j'étais un petit garçon, mais de devenir un explorateur et de comprendre surtout, de comprendre le plus possible le monde autour de moi. De fil en aiguille, je suis devenu astronome, ingénieur, astronome, puis éventuellement médecin, et un jour, j'ai été recruté comme astronaute et après plusieurs années d'entraînement, et ça on pourra en parler si ça vous intéresse, je me suis retrouvé avec mon frère et ma sœur de l'espace, si on veut, Oleg, un cosmonaute russe, et Anne, une astronaute américaine, à bord d'une fusée Soyouz en route vers notre station spatiale internationale, qui est une espèce de laboratoire en orbite. La machine la plus complexe jamais bâtie par l'être humain. C'est très important pour la recherche qu'on y fait, et puis ça, on pourra en parler, mais c'est important aussi pour d'autres raisons. Important parce que c'est la station internationale. Et si vous regardez les drapeaux là, des gens qui ont contribué depuis des décennies, il y a des pays là-dedans qui, il n'y a pas très longtemps, s'envoyaient des bombes par la tête. Des pays qui, là-dedans, encore sur Terre, ne s'entendent pas bien du tout. Mais dans l'espace, il y a quand même quelque chose de spécial qui se passe. C'est comme le dernier pont qui reste parfois entre les pays. C'est un des seuls endroits où les êtres humains collaborent vraiment sans se poser de questions. Et ça, c'est un des aspects les plus importants, je trouve, du programme spatial. L'autre aspect est plus un peu philosophique, si on veut. Quand on voit la Terre comme ça, vue de l'espace, quand on voit cette toute petite ligne bleue là, qui est l'atmosphère qui nous garde en vie, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ouais, la station, c'est incroyable, cette machine qui garde en vie 6 personnes dans le vide spatial, mais la Terre, ça nous garde en vie tous depuis des milliards d'années dans le vide spatial. Et le sens de responsabilité environnementale nous vient un peu du programme spatial. Et ça, je trouve que c'est peut-être le plus grand impact du programme spatial, c'est au point de vue de responsabilité envers notre planète. Vous avez vu dans le film, pendant la mission, j'ai fait toutes les affaires cool qu'un astronaute peut faire. J'ai utilisé Canadarm pour attraper un vaisseau cargo. J'ai mis mon scaphandre pour aller à l'extérieur, pour voir la planète. Mais j'ai surtout fait beaucoup de recherches. Ça, je vais en parler parce que je m'adresse à des collègues médecins. Donc, beaucoup de recherches à bord de la station spatiale. C'est essentiellement un laboratoire de recherche scientifique. Et c'est surtout des recherches à caractère médical ou biomédical ou de technologie médicale. Certainement, tout ce que l'Agence spatiale canadienne subventionne, c'est essentiellement à caractère médical. Et la raison pour ça, c'est que aller dans l'espace, c'est le fun parce que tu flottes, puis tu vois la Terre, puis c'est extraordinaire, mais c'est juste pas bon pour la santé. Et tous les problèmes qui affligent les astronautes ressemblent ou sont identiques à des vraies maladies qui arrivent sur Terre, sauf que dans l'espace, ils se développent très rapidement chez des individus jeunes et par ailleurs en excellente santé. Donc, on est un peu comme les rats de laboratoire parfaits pour la recherche médicale. Aussi, on peut tester des technologies médicales, parce que non seulement les astronautes dans l'espace doivent faire des tests l'un sur l'autre, hein, on est un jour le cobaye, un jour l'expérimentateur, mais aussi on fait beaucoup juste de soins médicaux normaux l'un sur l'autre, pas seulement de la recherche. Et le problème, le défi d'aider les astronautes à s'occuper d'eux-mêmes médicalement, donc avoir des soins médicaux de qualité dans un endroit aussi austère, c'est un peu le même défi qu'on a sur Terre d'offrir des soins médicaux de santé à tout le monde, peu importe où ils habitent. Le but de tout astronaute dans l'espace, c'est de, malgré, si on veut, les impacts négatifs sur la santé du voyage, d'être capable de rester en forme et de revenir sur Terre pour pouvoir redevenir un être humain fonctionnel après. On fait énormément d'exercices dans l'espace pour rester en forme, 2 heures par jour d'exercice intense, toujours monitoré comme ça. Et peut-être le plus important, une fois qu'on s'est occupé de nous-mêmes physiquement, c'est de s'occuper de nous-mêmes mentalement. Puis ça, je vais en parler un petit peu parce que vous avez tous vu ces images de la Terre, vues de l'espace, c'est pris dans la coupole, cet endroit extraordinaire dans la station où on peut regarder notre planète. Ça, c'est une vue de l'extérieur. Ça, je trouve que ça donne une perspective, c'est quoi être un astronaute? Déjà, de mon perchoir, là, à regarder la planète, tu te sens vraiment, vraiment loin de la maison. C'est beau, mais
avoir le sentiment d'isolation, le sentiment d'être exposé au danger, le sentiment d'être un peu livré à soi-même est très, très fort. Et c'est tout un défi personnel et collectif comme équipage de passer à travers ça. Et je pense que vous reconnaissez tous peut-être dans cette image-là, un certain sens, hein, après avoir traversé la pandémie, les différentes, toutes nos, les moments où on était obligé de rester à la maison, toutes les restrictions. Quand la pandémie a commencé, je me suis surpris à me dire, ah, c'est comme si j'avais déjà vécu ça un peu. J'étais un peu préparé psychologiquement. Donc, c'est paradoxal, mais l'exploration spatiale, je pense, nous a, en quelque part, donné un peu de pratique pour passer à travers les années difficiles qu'on vient tous de traverser. Si on prend quelques pas de recul, c'est peut-être ça la plus grande leçon d'exploration spatiale. Ça, ce n'est pas une image de synthèse, c'est une photo prise par une sonde qui quittait le système solaire. Et c'est peut-être ça qui est le plus touchant dans l'espace, c'est de voir à quel point les petits êtres humains qui sont fragiles et qui vivent en collectivité sur la Terre, on est sur notre petite bulle sur la planète, mais on est vraiment au milieu de absolument nulle part. Et réaliser ça, je pense que c'est peut-être ça le plus important message qu'on peut passer, parce que ça donne un peu de sagesse, au sens où il faut régler nos problèmes géopolitiques, il faut régler nos problèmes environnementaux, et pour pouvoir se concentrer sur la vraie tâche de survie, de nous garder en santé, nous nourrir et s'assurer que la planète reste disponible pour les générations à venir. Bon, assez de parler de ma mission, là, je vais parler un peu de l'avenir. Ça, c'est, je reviens de l'espace, c'est ça, le retour vers l'espace, hein, on devient une espèce d'étoile filante là, quand on revient sur Terre. Et le retour sur Terre, c'est brutal. Après 7 mois dans l'espace, j'étais au top de ma forme. J'étais vraiment fort, flexible, en santé, alerte. Je m'étais complètement adapté à l'environnement spatial. Et au retour sur Terre, la gravité, ça m'a écrasé. Ça a pris plusieurs mois dans lesquels je devais tenir la main de mes enfants pour marcher. Et après plusieurs mois de réadaptation, de réhabilitation, finalement, j'ai osé prendre ma fille sur mes épaules. C'était un petit peu mon défi, avoir assez d'équilibre pour oser faire ça et déclarer que j'étais redevenu un être humain sur Terre normal. Parce qu'il y a des jeunes dans la foule, là, je veux parler un peu de l'avenir. Hein. J'ai parlé beaucoup là, de la station spatiale. C'est pas très loin, dans le fond. C'est à 400 km. L'espace, c'est pas loin. L'espace, c'est pas un endroit ailleurs. L'espace, c'est comme le contenant dans lequel il y a la Terre. Donc, c'est partout autour de nous, l'espace. Et avec la station, on apprend à vivre dans l'espace. C'est un peu comme si on faisait du camping dans la cour. Puis, si ça va mal, on peut toujours revenir à l'intérieur. De la station, si ça va mal, on peut toujours faire un MEDEVAC. Ça serait cher et compliqué, mais ça se ferait. On rêve maintenant de revenir sur la Lune. On va revenir sur la Lune. La Lune, c'est à peu près 1000 fois plus loin que la station spatiale. Donc, les seules options, là, c'est la télémédecine. On ne peut pas revenir. Il n'y a pas de MEDEVAC possible. Ça, c'est comme prendre notre équipement de camping qu'on a testé dans la cour et puis aller sur la montagne là, qui est à 1 heure de la maison pour la fin de semaine. Ça se fait encore. Notre vrai rêve complètement fou, c'est Mars. Mars, c'est 1000 fois plus loin que la Lune. Et là, il faut que les équipages soient complètement autonomes, point de vue médical. Ça, c'est comme prendre notre équipement de camping qu'on a testé dans la cour, qu'on a testé après ça sur la petite montagne à 1 heure de la maison, et aller sur l'Everest avec. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait et il faut avoir confiance qu'on va pouvoir survivre au voyage et revenir. On n'est pas prêt encore à aller sur Mars. Et une des choses qui nous manque, c'est des soins médicaux complètement autonomes pour nos astronautes. Il manque aussi, il y a des problèmes de production, de gestion d'énergie, des problèmes de recyclage complet de l'eau, de l'air, fabrication de la nourriture pendant qu'on est loin. Tout ça, c'est des problèmes hein, qu'on doit résoudre pour mieux vivre sur Terre. Et l'exploration spatiale a cette espèce de magie-là de nous donner l'excuse pour se creuser la tête, pour résoudre des problèmes auxquels on n'aurait peut-être pas pensé par ailleurs. Et après ça, on est bien content d'avoir ces technologies-là. Je veux juste faire un petit peu de publicité pour le bon travail de nos ingénieurs canadiens en ce moment sur la planification des missions lunaires. Ça, c'est un peu une impression artistique là, de ce dont pourrait avoir l'air la future station spatiale autour de la Lune, le Gateway. Et si vous remarquez, il y a un bras robotique
Et c'est encore une fois la contribution canadienne à la prochaine mission là, internationale. Donc, cette base spatiale autour de la Lune avec un bras robotique très intelligent doté d'intelligence artificielle. Et là, voici donc Canadarm 3. C'est un programme activement en développement. Vous avez entendu parler du travail de l'Agence spatiale canadienne avec le télescope spatial Webb, qui est maintenant en début de test après s'être rendu dans sa maison à 1,5 million de kilomètres. Je pense qu'on peut vraiment tous être fiers du travail qu'a fait le Canada dans le domaine spatial. Je vais finir avec cette image-là parce que ça m'a touché quand j'ai vu ça la première fois. Ça, c'est l'ordinateur de bord des capsules Apollo. Et c'est gros comme une boîte de Kleenex. À l'époque, les ordinateurs, c'était gros comme des buildings. C'était des maisons entières. C'était des édifices entiers, les ordinateurs, et ça marchait bien. Il n'y avait pas de raison de les rendre plus petits. Mais la NASA avait besoin d'un ordinateur miniaturisé pour contrôler les capsules Apollo. Et donc, ils se sont lancés dans cette idée qui était à l'époque complètement folle de miniaturiser les ordinateurs. Il y a sûrement des gens qui disent que ça ne servait à rien. Mais on est-tu content maintenant d'avoir fait cet effort-là avec l'excuse du programme spatial? Et c'est un peu ça la magie technologique spatiale. Et je pense que ce qui va se produire avec la médecine grâce à l'espace, avec l'excuse d'avoler sur Mars et de devoir garder les astronautes en santé vers Mars, on va se creuser la tête pour réinventer la médecine, pour la rendre plus personnalisée, plus près du patient, plus autonome. Et ça va nous servir évidemment à tout le monde sur Terre, avec l'excuse de l'avoir inventé peut-être pour l'espace. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Je pense que ça vous donne des idées de questions. Merci, Dr. Saint-Jacques. Là, j'ouvre la période de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, placez-les dans le chat ou levez la main et on pourra vous donner la parole pour discuter avec le Dr. Saint-Jacques. Si vous n'avez pas de questions, c'est moi qui vais en poser. Donc, le Dr. Bélanger, qui a levé sa main en premier. Oui, bonjour. Merci, Saïd, de me donner la parole. Merci aussi, Dr. Saint-Jacques, pour votre excellente présentation, puis aussi toutes vos contributions pour le pays, puis le monde, finalement. C'était très intéressant de vous entendre parler. Puis je me demande, avec votre positionnement qui est très unique, là, qui permet de faire des liens entre la pratique médicale, le monde de la recherche, puis votre expérience comme astronaute aussi. Est-ce que vous voyez, surtout dans un contexte de pandémie comme on vit présentement, est-ce que vous voyez que notre système de santé ou système de fonctionnement général sur la planète pourrait utiliser certaines des technologies qui existent déjà, qui sont à notre disposition, mais qui n'ont pas fait encore leur entrée pour offrir des soins de meilleure qualité aux patients. Je pense particulièrement aux patients qui pourraient être à l'écart des plus grands centres hospitaliers. Écoute, ça m'occupe tous les jours, cette question-là, Mathieu. C'est une bonne question. La situation, c'est qu'au Canada, on a un pool de talents incroyable. On a des technologies incroyables. Tout est là. Toutes les pièces sont là, mais on dirait qu'on ne s'en sert pas. Il faut les mettre ensemble. Et le Canada est vraiment bien positionné pour devenir un leader dans cette grande ambitieuse modernisation de la médecine dont on a tous envie. Je pense que la pandémie, ça nous a tous donné un appétit pour une médecine plus moderne, plus personnalisée, moins de paperasse, plus près, amener la médecine au patient et pas amener le patient à l'hôpital. C'est sortir cette idée-là de la tête. Mais c'est possible, mais vous savez comme moi, la pratique médicale, c'est un peu comme essayer de faire de la mécanique automobile sur une auto qui roule. C'est ça, essayer de changer le système médical. Tu ne peux pas l'arrêter et dire, OK, on ne fait plus de médecine pendant 1 an, pendant qu'on se réorganise. Tu ne peux pas, il faut que tu continues à fonctionner. Fait, par définition, forcément, c'est lent, les changements, puis on ne veut pas faire d'erreur parce que c'est la vie des gens qui est en jeu. Donc, il faut accepter que c'est essentiellement conservateur, la pratique médicale et puis l'organisation des soins de santé, c'est par sécurité, mais il faut garder cet appétit-là pour la moderniser. Je pense vraiment que le Canada est bien positionné, puis je trouve que c'est comme
une belle excuse, le rêve d'aller sur Mars et de moderniser la médecine pour ça. Et je pense que on va tous en bénéficier. Mais je suis d'accord avec vous, on a tout ce qu'il faut pour moderniser la médecine et tout le monde en a envie. Et le Canada est vraiment, ne serait-ce juste en termes de formation médicale, on est des leaders. En termes de technologie, de devices médicaux, on est des leaders. En termes d'intelligence artificielle, on est des leaders. Il y a plein de domaines clés qui sont là et ça nous attend. Et je pense qu'il y a beaucoup, là, il y a beaucoup de petites compagnies high-tech qui ne se rendent même pas compte, peut-être, qui seraient capables de contribuer au système médical. Donc, c'est un peu ça l'idée de ce nouveau focus de l'Agence spatiale canadienne. On ne veut pas devenir une agence de soins médicaux, mais une espèce de chef d'orchestre pour rassembler les troupes pour moderniser tout le système. Et je suis d'accord avec vous. On peut vraiment faire mieux. Et je suis tellement fier, comme la plupart des Canadiens, de notre système de santé, du fait à quel point c'est une offre vaste, avec toujours une ambition d'équité. On peut vraiment être fier de ça, mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut toujours se demander si on peut l'améliorer, puis je pense qu'on peut vraiment l'améliorer. Merci beaucoup. J'apprécie surtout l'image d'essayer de faire de la mécanique sur la voiture qui est en déplacement. C'est excellent. Merci. Merci, Mathieu. Emmanuel Lamontagne. Oui, bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour. Moi, je suis toujours intrigué par l'impact de l'espace ou l'absence de gravité là, sur le corps humain. Oui. Vous faites beaucoup d'exercices pour limiter l'atrophie musculaire. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est au niveau du muscle cardiaque. Est-ce qu'on observe une atrophie aussi au niveau du muscle cardiaque ou juste le battement régulier ou l'exercice est suffisant pour empêcher ou carrément limiter l'atrophie au niveau du muscle cardiaque? OK, alors, bonne question. Alors, juste avant d'entrer dans ce niveau de détail-là, je veux juste peut-être faire un résumé très haut niveau. C'est quoi, en gros, qui est néfaste en apesanteur? Quand on est dans l'espace, ce qui est pas bon, les gros impacts. C'est le système vestibulaire qui se débranche, essentiellement. Sans le vecteur gravitationnel, c'est extrêmement désorientant pendant les premières semaines, très désagréable. Puis éventuellement, on finit comme par oublier ça, on le débranche. C'est pour ça que c'est si pénible quand on revient. Parce que là, la gravité est là et on ne sait plus quoi faire avec cette information-là. C'est choquant. Donc, vestibulaire, mais c'est réversible. Après ça, il y a des questions au niveau des fluides vitaux. Quand on est évidemment debout sur Terre, on est tous au courant de ça, et le cœur est à peu près ici, et puis il y a tout un système de tonus artériel qui fait qu'il y a une pression différentielle pour permettre d'envoyer du sang à la tête et aux pieds à peu près égal, malgré la gravité. Quand tu arrives dans l'espace, ce mécanisme-là est complètement mésadapté, fait que tu as une grosse tête rouge congestionnée, puis des petites jambes blanches complètement frêles. Et après quelques semaines, pouf, le biais de pression est disparu, le corps apprend comment s'arranger, puis tu es redevenu normal. Mais là, quand tu reviens sur Terre, tout le sang tombe dans tes jambes, les grosses jambes rouges gonflées, puis tu es tout pâle, puis tu t'évanouis. Donc, l'hypothymie, c'est très, très commun. On revient. Et éventuellement, c'est réversible. Ça aussi, le tonus musculaire revient. Ça, c'est réversible. Après ça, il y a... vous parliez de l'exercice. C'est pas tant pour les muscles que pour les os qu'on fait l'exercice. Parce que lorsqu'on enlève le stress quotidien de l'impact et des charges sur nos os, c'est les ostéoclastes qui commencent à gagner. Et déjà, là, on fait des prises dans le sang, dans l'urine des astronautes. Après déjà 30 minutes d'apesanteur, on voit là, un gros flot de calcium. On est en train d'uriner nos os. Et si on ne fait rien avec ça, gros danger d'ostéoporose. Alors, on fait beaucoup d'exercices pour ça, en fait, surtout pour minimiser l'ostéoporose. Malgré tout, il y a quand même des pertes. J'ai probablement perdu 10 de ma masse osseuse dans l'espace. On essaie de regagner, mais il y a une perte au niveau de la trabéculation fine, là, de la petite structure fine des os. Après ça, les muscles, les tendons, on s'entend, si tu t'en sers pas, ça se perd. Bon, alors ça, on fait l'exercice, mais c'est difficile à faire de manière aussi efficace que juste marcher ou courir. Juste faire un pas sur Terre, là, ça demande pratiquement d'utiliser tous les muscles de notre corps en synchronisation. Dans l'espace, 22 heures par jour, on ne fait rien, on flotte. 2 heures par jour, on fait des poids haltères le mieux qu'on peut. Tu peux garder les gros muscles forts, mais la coiffe des rotateurs, tous les petits muscles intervertébraux, tous les muscles de posture, la proprioception, tout ça, on l'oublie. Et quand on revient, on est un peu
gros, musclé, mais un peu robotique et fragile. Là. Donc ça prend du temps avant de revenir. Après ça, il y a des problèmes de système immunitaire. C'est un peu mystérieux. Pourquoi? Mais probablement relié au stress général de l'environnement, au stress métabolique, mais aussi des effets de microgravité au niveau même des mitochondries. En tout cas, on a clairement un déficit immunitaire pendant qu'on est dans l'espace, donc un risque d'infection. Après ça, il y a une autre affaire mystérieuse, c'est relié aussi probablement à le manque de gravité, c'est le fluide céphalorachidien. Hein, l'équilibre est changé dans le cerveau. Ça a plein d'effets neurologiques et visuels, notamment, qui sont mal compris en ce moment, mais il y a 15 % d'astronautes qui reviennent avec des pertes de champ visuel périphérique permanentes. Ouais. Fait que ça, en gros, c'est ça les problèmes qu'on a. La plupart sont réversibles. Ah, évidemment, un autre, c'est la loterie qu'on joue avec le cancer à cause de l'exposition à la radiation dans l'espace. Et puis après ça, bien, tout le volet psychologique. Vous pouvez imaginer là, le défi que ça peut représenter. Avec tout ça, j'ai oublié ta question. C'était quoi? L'exercice pour les muscles? Et la muscle cardiaque? Ah oui, ça, donc le cœur, oui. Alors, point de vue cardiovasculaire, bien, comme je t'ai dit, d'abord, les gros changements qu'il y a, c'est qu'il y a une rigidification des artères. Ça, c'est mal compris pourquoi, mais on le voit aussi sur des individus qui sont alités trop longtemps. Donc, c'est probablement le reflet du manque en général de charge. Là. Donc, il y a un risque d'athérosclérose. Après ça, le muscle, on a une grosse perte de volume circulant parce qu'on n'a pas besoin d'autant de sang. Alors, on perd à peu près 1 litre de sang. Fait que ça, je pense que, si j'ai bien compris, je ne suis pas un expert de ça, mais au début, il y a comme un effort cardiaque supplémentaire, puis après qu'on a rééquilibré le volume circulant, on retrouve fréquence normale, pression normale. Ça va. Mais quand on revient sur Terre, c'est un problème, évidemment. Là, on est à sec, puis là, on a soif, puis on est un peu, là, le cœur bat vite parce qu'on est vide. Mais ça, c'est réversible. Donc, je n'ai jamais entendu parler de problèmes spécifiques au muscle cardiaque, mais il y a un problème, en gros, sur tout le système artériel. Donc, on fait régulièrement à bord, on se fait un suivi d'échographie des carotides pour mesurer l'épaisseur de l'intima et tout ça, parce que c'est un problème qui est observé chez la plupart des gens une fois qu'ils reviennent. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Dr Saint-Jacques, on a une question du chat de Rémi Leblanc. Merci pour la présentation. Petite question. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans l'espace? Ah, alors, c'était pénible l'adaptation au début. Les premières 2 semaines, là, je trouvais ça pénible parce que j'avais toujours la nausée, puis j'étais, malgré l'éblouissante beauté de la Terre, puis tout ça, j'étais surtout un peu achalé par le manque de gravité. Tu sais, c'est le fun de faire des flips là, dans l'espace, puis voler, mais au début, tu ne sais pas comment voler. Alors, tu voles tout croche, tu fonces partout, tu es comme un éléphant dans un jeu de quilles, là. C'est terrible. Et puis aussi, tu perds tout. Tu ne peux pas prendre un objet, puis le déposer, puis espérer qu'il reste là. Tu ouvres un sac, c'est comme si tu ouvrais une boîte de papillons. Tout s'envole. Il faut tout que tu apprennes à gérer tes outils. Alors ça, c'était très frustrant. Les premières semaines, d'être aussi inefficace et aussi gauche, aussi maladroit, de tout perdre sans arrêt. Ça, c'était pénible, mais on finit par apprendre et on est très, très habitué. Après ça, ce qui était peut-être difficile, je dirais, c'était surtout comment je peux dire? C'est pas moi qui avais le travail le plus difficile là-dedans. C'était ma conjointe sur Terre avec nos jeunes enfants, à essayer de garder notre vie en équilibre pendant non seulement les 7 mois dans l'espace, mais presque 3 ans qui ont précédé d'entraînement à travers le monde. Donc, c'était cette crainte-là que l'accomplissement de ce rêve-là ait des répercussions néfastes un peu sur les gens que j'aimais tant. Donc, il y avait peut-être un sentiment d'être impuissant à aider les gens qu'on aime. Hein? C'est ça qui parfois était pénible quand il y avait des problèmes sur Terre, de me sentir si loin. Mais moi-même, heureusement, on n'a pas eu vraiment eu de problème majeur dans l'équipage, ni physique, ni technique. Mais voilà, c'était peut-être ça le plus pénible, c'était la phase d'adaptation. Une fois que ça s'est passé, c'est comme un rythme monastique qui s'installe et on devient très compétent dans un drôle d'univers où c'est quand même extraordinaire que l'esprit humain puisse s'adapter à un environnement comme ça, mais on s'y adapte, puis
éventuellement, tu te réveilles un jour, un dimanche matin, tu vas à la fenêtre, tu te fais un café dans un petit sac en plastique avec ta paille, tu regardes la terre, puis c'est comme normal. C'est comme ça ta vie. C'est fou, hein, qu'on arrive à s'adapter même à ça. C'est quand même assez intéressant, merci. On a une question de Mohamed Kabaj. Bonjour, Mohamed. Bonjour, docteur. Merci beaucoup déjà pour votre présentation. J'ai une petite question. Alors ici, nous, sur Terre, nous sommes protégés par l'atmosphère et le champ magnétique des rayons cosmiques. Qu'est-ce qui protège les astronautes au bord de la station spatiale? Alors, bon, pas l'atmosphère, évidemment. Alors, il faut faire attention quand on va à la fenêtre, hein, pour les rayons ultraviolets. Les fenêtres sont toutes recouvertes là, un peu d'un coating pour ça, mais il y a quelques fenêtres d'observation technique qui sont juste du cristal. Alors là, il faut absolument mettre des lunettes de soleil et puis il ne faut pas être trop longtemps parce que ça brûle. Pour ce qui est de l'atmosphère, c'est perdu. Pour ce qui est des radiations, du champ magnétique, en fait, on est encore à l'intérieur des ceintures de Van Allen. La station spatiale, elle est à l'intérieur de la protection du champ magnétique. Donc, on n'est pas complètement nu, si on veut, face aux radiations là, cosmiques. Les astronautes qui iront vers la Lune, à ce moment-là, oui, eux, ils sortent de la protection du champ magnétique terrestre et là, ils sont vraiment exposés. Et puis ceux qui vont vers Mars, dans l'espace profond, bien là, c'est vraiment un immense truc. Dans la station, on est comme à moitié. On a perdu la protection de l'atmosphère, mais on a encore la protection des champs magnétiques. Ce qu'on redoute surtout, en fait, c'est lorsqu'il y a comme un creux dans le vent, dans l'activité solaire, c'est comme si ça laissait la porte ouverte aux radiations cosmiques, qui sont beaucoup plus nocives. Alors, à chaque jour, on a un rapport si on veut, une prévision météo spatiale. météo cosmique pour nous. On porte tous un petit compteur Gégère, il y en a un peu partout dans la station. On ne peut pas vraiment se protéger contre ça parce que pour se protéger des radiations, ça prend beaucoup d'atomes. Ça prend du stuff. Et puis, on ne peut pas se permettre d'avoir des briques ou du plomb dans les murs. On a les ordinateurs, le système de contrôle qui est tout à l'extérieur, à l'intérieur des murs de la station, qui nous protège un peu. Nos chambres à coucher sont un petit peu plus épaisses là, que les autres. On peut mettre des pochettes d'eau. Hein. Si on a de l'eau, on peut mettre ça un peu comme en capitonnage. Ça aide toujours un peu, mais on reste exposé. Ça reste Et d'ailleurs, dans l'optique des futures missions vers Mars, c'est un des inconnus majeurs. Comment on va réussir à les protéger, les astronautes, contre le risque d'attraper un cancer, dans le fond, pendant ces missions-là? Les gens qui disent on pourrait, par exemple, s'arranger pour que tout ce qui est liquide, tout le fuel, toute l'eau soit dans les murs de leur habitacle. Et ça pourrait servir, par exemple, de protection. Ça, c'est une idée. Si on fait des bases sur la Lune, il va falloir qu'elles soient souterraines pour avoir du sol au-dessus pour les protéger. C'est un peu, comment je peux dire, c'est une des données de base de la condition humaine. Notre système biologique est tellement fragile aux radiations et l'univers est plein de radiations. Fait qu'il y a juste sur Terre qu'on est en sécurité. Dès qu'on sort de la Terre, il faut vraiment y penser. Ouais. Merci. Merci. Dr Saint-Jacques, on a une autre question dans le chat. Est-ce que c'est possible de rester dans l'espace pour une période prolongée? Oui, en fait, c'est difficile de s'adapter. Donc, ça prend quelques semaines avant d'être vraiment adapté. Mais une fois que tu es là, tu continues à accumuler des risques de cancer, évidemment, à cause de la radiation. Mais ce n'est pas pénible de rester dans l'espace. Une fois que tu es adapté, là, très fonctionnel. Si tu continues à faire de l'exercice, ça se peut que tu perdes un peu de masse osseuse doucement, mais ça peut s'accepter. Moi, je suis resté 7 mois. C'est à peu près standard entre 5 et 7 mois en ce moment. Disons, il y a des centaines de personnes qui ont fait ça. Il y a quelques personnes qui sont restées 1 an. J'ai un bon ami à bord là, ça va bientôt faire 1 an, mais sa deuxième mission, il faut que ça va faire en fait 1 an et demi qui est dans l'espace. Là, on rêve des missions vers Mars. Ça va probablement être des missions de 3 ans, ça. Alors, c'est comme un petit saut, là, un risque qu'on va prendre, qu'on n'a jamais, on ne le testera pas avant.
Est-ce qu'on pourrait considérer vivre dans l'espace, des êtres humains qui naissent, qui meurent dans l'espace à la fin de leur vie? Là, ça, je pense qu'on n'est pas rendu là. On reste quand même le résultat de l'évolution sur Terre et notre système biologique est juste fait pour la Terre. Donc, si on veut commencer à réingénierer tout ça pour être capable de vivre dans l'espace, il va falloir y penser. La réalité, c'est que les programmes spatiaux, on est vraiment au balbutiement et puis initialement, c'était des petits voyages d'1 heure, après ça une journée, après ça une semaine. On faisait juste prendre des gens en excellente santé puis espérer que tout allait bien. Après ça, avec la station spatiale, là, c'est plusieurs mois. OK, bon, on a un petit kit médical et puis on commence à faire attention à l'effet sur les astronautes. Mais maintenant qu'on pense vraiment à des missions de plusieurs années, c'est complètement différent. Là, il va falloir se dire, non, même si on a quelqu'un de parfaitement en santé et on est extrêmement prudent, il va quand même y avoir des problèmes médicaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que c'est important de commencer à envisager là, fournir aux équipages les outils pour être complètement autonomes du point de vue médical. Excellent, merci. Puis si vous me permettez d'ajouter un peu sur cette question, on parle souvent d'aller à Mars et de coloniser Mars. Et que pensez-vous qui est un défi important? Parce qu'on part de la Terre, vous dites que ça va prendre 2 ans, 3 ans ou 400 000 km pour s'y rendre. Lorsqu'on arrive là, on doit être fonctionnel. C'est un défi parce que quand on revient sur Terre ici, je regardais votre vidéo de l'autre jour lorsque vous êtes atterri et puis vous n'étiez pas nécessairement complètement fonctionnel. Que pensez-vous le défi lorsqu'on arrive à Mars? Parce que là, on n'a plus personne pour nous accueillir là-bas. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire et comment qu'on peut faire? Oui, c'était rough. C'était rough. Le retour à la gravité. Je ne me serais pas vu aller prendre une pelle et commencer à fabriquer ma base là, sur Mars le lendemain de mon atterrissage. J'étais content d'avoir une semaine où je ne faisais pas grand-chose. Je pense c'est un peu un casse-tête, ça, en ce moment, pour les planificateurs de missions vers Mars. Je pense que ce qui va arriver, alors, on peut rêver de se dire, OK, est-ce qu'on pourrait les réhabituer à la gravité avant d'arriver? Avec un module qui tourne, par exemple, un peu comme il y a dans tous les films de science-fiction, ils sont tous posés cette question-là, pour se réhabituer à la gravité avant d'arriver, on pourrait faire ça. C'est techniquement compliqué. Ou alors, on pourrait se dire aussi, écoute, ils vont atterrir et puis ils ne vont rien faire pendant 1 semaine ou 2. Ils vont juste manger, puis s'occuper d'eux-mêmes, puis éventuellement, leur système vestibulaire va se réveiller, leur orthostatisme va disparaître, et puis ils vont être fonctionnels encore. Je ne sais pas laquelle des 2 solutions va être prise, un mélange des 2 probablement, mais effectivement, il n'y aura pas d'équipe médicale qui va t'attendre. Il va y avoir sûrement des missions robotiques précurseurs qui vont arriver avant pour déposer des modules de base, peut-être même les assembler robotiquement pour qu'on ait pas arrivé sur une planète dans un désert complètement vide. Mais c'est certainement quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Revenir à la gravité sans comité d'accueil, on n'a jamais fait ça et on va le faire la première fois sans trop savoir comment c'est. Intéressant. Une question de Caroline. Planifiez-vous retourner dans l'espace un jour pour d'autres missions ou d'expériences médicales? Donc, peut-être un petit scoop ici. Alors, le premier, c'est le premier mot dans la question qui marche pas. Je ne peux pas planifier ça. On planifie pas, personne ne planifie son avenir spatial. Les missions spatiales, c'est des missions nationales sur lesquelles on est assigné. Moi, j'aimerais bien y retourner si ça fait du sens avec ma famille. Mais la réalité, c'est que je suis retourné en arrière de la file d'attente maintenant. Et il y a 3 jeunes astronautes canadiens extrêmement talentueux qui ne sont pas encore allés. Jeremy, Josh et Jenny, qui attendent là, enfin qu'on les assigne. Donc, mon rôle maintenant, c'est d'être plutôt comme un mentor, un instructeur, aider en planification. Je suis comme en arrière, en coulisses. Je suis revenu en coulisses, en fait, parce que la carrière d'un astronaute, c'est surtout sur Terre. C'est un peu bizarre comme profession. C'est comme si les pilotes d'Air Canada passaient toute leur carrière à l'aéroport, sauf 1 fois ou 2 dans un avion. Mais le reste du temps, dans différents postes là, dans le monde de l'aviation, mais pas dans un cockpit. C'est un peu comme ça le rôle d'un astronaute. Moi, avant d'être assigné, j'avais passé 8 ans au centre de contrôle, à la tour de contrôle, si on veut, là, ou en planification des sorties spatiales, planification des opérations de robotique. Donc, en ce moment, c'est ça que je fais. Est-ce que je vais retourner dans l'espace? J'aimerais bien, mais c'est vraiment pas moi qui décide.
Excellent. Une autre question de Dr. Beauchamp. Est-ce que vous pourriez parler de votre travail d'équipe, vos stratégies pour continuellement apprendre, innover, vous améliorer? Alors, il y a deux questions là-dedans. Alors, d'abord, sur le travail d'équipe. Ça, c'est intéressant. Moi, comme beaucoup de médecins, en fait, je n'avais pas vraiment de grande culture de c'est quoi le travail d'équipe, c'est quoi le leadership. Je me disais, ben, c'est comme le leadership naturel en médecine. C'est la personne qui sait le plus de quoi il parle, qu'on écoute, dans le fond. Hein? C'est parce que c'est très basé sur les connaissances en médecine, le leadership. Et puis, le travail d'équipe, ben, c'est un peu hiérarchique en médecine, donc tu n'as pas vraiment le choix. Mais comme astronaute, j'ai appris plus une autre version du leadership et du travail d'équipe qui est un peu héritée du militaire, où le leader, c'est juste un rôle dans l'équipe. C'est comme un rôle spécial. C'est un peu en médecine comme... le seul endroit où il y a ça en médecine, c'est quand on fait un code. Quand on fait un code à la salle d'urgence. Et puis là, il y a le code leader. Le code leader, son travail, c'est de rien faire. Il y a les bras croisés dans le coin. Idéalement, s'il y a assez de gens, il ne fait rien d'autre que regarder, prendre des notes. Et donc, c'est comme un travail d'être leader. Pendant que tout le monde est pris dans son travail technique, il n'y a pas assez de neurones pour regarder autour, regarder la montre et regarder la planification. Bien, le leader, lui, il a le temps de faire ça. Et tout le monde dépend, les membres de l'équipe dépendent de ce que le leader ait le big picture. Et le leader dépend de ce que le reste de son équipe fasse leur travail correctement parce qu'il n'y a pas le temps de regarder tout en détail. Donc, et puis le lendemain, le leader, ça peut être quelqu'un d'autre. Et ça c'est un jeu de rôle qu'on fait souvent à la NASA pour s'habituer à prendre un rôle, toi, de technique ou un rôle de leader en permanence comme ça, selon ce qui est le plus approprié. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à comme changer un peu ma vision du leadership. Ça m'a donné beaucoup de respect pour mes leaders parce que c'est difficile, c'est angoissant. Le rôle du leader, c'est seulement juste de prendre des décisions, c'est tout. Et de vivre avec aussi. Donc, décision au nom des autres. Donc, ça, c'est un peu la vision que ça enrichit un peu ma culture de ce que c'est le leadership. Après ça, la deuxième partie de la question, c'était sur apprendre, c'est ça? Ben, ça, je pense que c'est juste une question d'ambition personnelle dans un certain sens. J'ai réalisé quand j'étais tout petit que, dans le fond, mon seul vrai rêve dans la vie, c'est un rêve complètement fou, c'est de tout comprendre. Alors, c'est impossible, mais je vais m'essayer, par exemple. Fait que je suis le genre de personne, moi, que ça m'achale de ne pas comprendre quelque chose. Ça m'énerve, ça me gratte quand je ne comprends pas quelque chose. Il faut que je comprenne. Et donc, c'est un peu une obsession, si vous voulez, mais c'est ça mon moteur essentiellement à toujours comprendre. J'ai l'impression que c'est ça qui est le plus fun dans la vie, de juste comprendre le monde autour de moi. C'est comme si à chaque fois que je comprends quelque chose, il y a un peu de brouillard qui se levait dans ma tête, puis c'est ça que je trouve le plus fun, grossir la bulle de ma compréhension du monde. Donc, ça ne me demande pas, ça ne demande pas d'effort moral, si on veut. C'est comme ça mon hobby, de comprendre. C'est intéressant. Souvent, en recherche, on dit plus qu'on connaît, moins qu'on connaît. Exactement. Oui, oui. Plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Ouais. Au début, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne se rend pas compte. Absolument. Donc, il y a une question de Stéphane. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Au début, tantôt, dans votre présentation PowerPoint, il y a une diapo que j'ai trouvée très intéressante. Puis, quand vous avez parlé de la station internationale, comment est-ce que c'est une collaboration de différents pays, que sur Terre, il y a encore des chicanes. Mais ça, l'espace, il y a une collaboration qui va vraiment très bien, puis que tout le monde s'entend sur le dossier. Puis, pendant la pandémie, comme j'ai lu beaucoup, puis je lisais un livre sur le paradoxe de Fermi qui questionne pourquoi si que l'univers est immense, puis qu'il y a toutes les variables pour qu'il y ait de la vie ailleurs, comment ça se fait qu'on n'a pas vu de signes d'intelligence ailleurs. Puis, une des explications qui est décortiquée dans le travail que je lisais, c'était que c'est une théorie que la nature de la vie intelligente a tendance à se détruire après un certain temps. Puis ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'eux n'ont jamais sorti, puis qu'on ne verra pas arriver des contacts d'ailleurs.
Est-ce que vous croyez qu'ils ont tort avec cette théorie-là? Parce que comme vous avez mentionné, c'est plus uni que sur Terre que ce qu'on fait. Oui, alors, deux choses. D'abord, la collaboration internationale dans l'espace, c'est pas rose tous les jours, hein? C'est un deal. Je pense que c'est parce qu'on a un but commun. C'est le but commun, le problème commun qui fait qu'on travaille ensemble. C'est pas juste par bonne volonté. Je pense que ça, c'est une bonne leçon à tirer. Si on a juste la perspective qu'on a des problèmes en commun, bien à ce moment-là, par la force des choses, on est amené à collaborer avec des gens qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on les connaît, là, on veut continuer à travailler avec eux par bonne volonté, mais c'est un peu dans la nature humaine de se méfier des gens qu'on ne connaît pas. Hein? C'est comme ça qu'on est fait. Bon. Mais il y a des fois où au centre de contrôle, entre Moscou et Houston, là, ça discute fort. Ça discute fort, mais on veut tous les deux la même affaire. On veut que ça marche. Fait qu'on en trouve une solution. Il n'est pas question de bouder puis s'en aller. Non, non, il faut trouver une solution. Donc, ça, c'est une bonne leçon, je trouve, que le programme spatial peut nous donner. Juste se rendre compte des problèmes communs, ça aide. Après ça, pour l'histoire de la vie sur Terre, je suis d'accord avec ton analyse. Moi, je vois ça comme ça. C'est vrai que l'univers, c'est grand, puis il y a des centaines de milliards de galaxies avec des centaines de milliards d'étoiles chacune, puis chacune de ces étoiles, des dizaines de planètes. Donc, tu sais, qu'il y en ait juste une avec de la vie intelligente, wow, ça se peut, là, mais il me semble que c'est peu probable. C'est 1 sur je ne sais pas combien de zéros. Là. Par contre, c'est physiquement tellement grand l'univers. Et on est tellement petit, là, les êtres humains, là, un être humain, là, dans l'espace, tu regardes la Terre, tu dis, ouais, je sais bien qu'il y en a des milliards, là, mais je ne les vois pas. Et si on veut, la portée de la conscience humaine, ça va avec, c'est relié, limité à l'espace, puis avec le temps. Fait que je vois ça un peu comme l'univers, c'est cet immense aquarium vide, là, avec de temps en temps, il y a des petits endroits où la conscience naît, puis là, c'est des bulles qui grossissent, doucement. Mais là, un jour, ils finissent par éclater, soit par accident, un météorite qui détruit la planète, ou je ne sais pas quoi, ou une guerre, ou une bêtise, la pollution. Est-ce que ça peut arriver que deux de ces bulles-là existent assez longtemps pour un jour se croiser? Il est là le problème. Je pense qu'il y en a partout des bulles, mais ils éclatent avant de se croiser. C'est ça qui arrive. Merci beaucoup. Vous avez encore un peu de temps, Dr. Saint-Jacques, pour d'autres questions? Oui. Parfait. Donc, de Léonie Beauchamp, quel conseil donneriez-vous aux enfants d'aujourd'hui qui rêvent de suivre vos traces et de devenir astronautes? Alors, je leur dirais d'abord que c'est un beau rêve, je le comprends. Moi-même, ça m'a toujours fait rêver. Je leur dirais, par contre, de ne jamais oublier que un rêve, c'est pas une destination. Un rêve, c'est une direction. C'est comme l'étoile polaire. L'étoile polaire, on s'en sert comme guide pour savoir où aller. Mais personne ne va jamais se rendre à l'étoile polaire. Et puis, ta vie n'est pas un échec si tu t'es pas rendu à l'étoile polaire. Hein? Alors, un rêve, c'est ça. C'est un rêve, même s'il est fou, c'est pas grave, tu peux quand même le suivre parce que l'important, c'est qu'à chaque jour, ton rêve, il te donne une direction où aller, ou dans quelle direction faire un pas, ou deux. Pas tout le chemin vers ton rêve, non. Dans quelle direction aller aujourd'hui? Puis si tu n'as pas de rêve, ben, quelqu'un d'autre décide pour toi. Puis c'est ça qui est plate. Donc, ce qui est le fun d'avoir un rêve, c'est que même s'il est fou et épeurant, ben, c'est un guide sur comment te développer à chaque jour. Alors, le rêve d'aller dans l'espace, c'est un beau rêve à avoir parce que c'est un rêve très, très positif. Il y a 3 choses, je dirais, qu'il faut 3 choses de base qu'il faut si tu veux avoir une chance de devenir astronaute, parce que les chances sont faibles, mais c'est un beau rêve à avoir pareil. 1, il faut aller à l'école. Il faut rester à l'école. Les astronautes, c'est des gens très éduqués qui ont eu beaucoup de succès dans leur profession avant d'être astronaute. Parce que tu ne peux pas juste devenir astronaute. Tu deviens astronaute après, en 2e ou 3e carrière. Donc, il faut trouver quelque chose qui nous intéresse assez pour devenir bon. Parce que la seule manière de devenir excellent en quelque chose professionnellement, oui, il faut travailler, mais il faut surtout aimer ça. Sinon, tu ne trouveras jamais les ressources intérieures pour s'y rendre. Donc, écoute ton cœur, trouve quelque chose qui t'intéresse et garoche-toi là-dedans. 1, ça c'est donc le côté à l'école. 2, respecte ton corps. Il ne faut pas être un Olympien pour devenir astronaute, mais il faut quand même être en bonne santé, en bonne forme. Et ça, il faut faire attention à ce qu'on mange, comment on dort, l'exercice qu'on fait, respecter son corps. Et puis ça, peu importe c'est quoi notre rêve dans la vie, sans ton corps, tu ne peux rien faire. Donc, c'est ton outil principal, c'est ton meilleur ami. Puis troisièmement, c'est au niveau personnalité, au niveau attitude. Il n'est jamais trop tôt
pour commencer à se pratiquer à agir comme un astronaute. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire être digne de confiance. Un astronaute, c'est quelqu'un qui, quand il dit « je vais le faire », c'est sûr qu'il va s'essayer. C'est sûr qu'il va faire tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, devenir quelqu'un qui respecte ses engagements, tient ses promesses, et puis quelqu'un à qui on peut confier des missions avec confiance. Et ça, je pense que tous les enfants peuvent faire ces trois choses-là. Hein. Se respecter, trouver ce qui les intéresse à l'école, se forcer à l'école, faire attention à leur corps, et puis commencer à se pratiquer, à devenir des gens dignes de confiance. Mais après ça, est-ce que tu deviens astronaute ou non? On ne sait pas. Mais au moins, tu as des bonnes chances d'être une personne heureuse de toute façon. Quel beau message, merci pour ça. Une question de Stéphane Blais. Avez-vous des exemples concrets où notre expérience dans l'espace a contribué à trouver des solutions à des maladies sur Terre? Alors, il y a quelques trucs, là. Il y a des vaccins qui ont été améliorés suite à des études dans l'espace. La croissance de tissus aussi, hein, le rêve là, de faire là, un jour des greffes de tissus générés artificiellement. Ça se fait mieux en apesanteur parce qu'ils ne sont pas contraints à pousser en 2 dimensions comme sur Terre. Après ça, en termes de technologie médicale, quand même des avancées intéressantes là, en termes, par exemple, vous ne saviez peut-être pas, mais tout le monde qui traîne dans une urgence, on sait que si on a un soupçon de pneumothorax, avant on faisait une radiographie, maintenant on prend quoi? Échographie. On prend l'ultrason, puis on peut diagnostiquer le pneumothorax avec ça. Ça a été développé pour l'espace. Parce que dans l'espace, on n'a pas de rayons X, c'est trop lourd, mais on a quand même des gros risques d'accident de décompression, donc de pneumothorax. Alors, on s'est dit, bon, OK, la nécessité est la mère de l'invention. On a juste une échographie. Ça se peut-tu trouver un pneumothorax avec une machine d'échographie? Et on a développé ça pour les besoins de l'espace. Après ça, boum, c'est devenu utile partout. On travaille aussi sur des technologies pour de laboratoires miniaturisés pour pouvoir faire des prises de sang sur place au lieu d'être obligé de les envoyer, se retourner sur Terre dans une capsule cargo, frigorifiée. Vous imaginez tout le trouble que c'est avant que ça se rende dans un laboratoire d'analyse. Donc ça, on travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup quand même d'augmentation des connaissances pour le problème là, de l'anémie. L'anémie dont souffrent les astronautes, qui est un peu une anémie là, semblable à l'anémie des gens qui sont alités. Donc, ça, c'est un beau projet de recherche où ça ressemble tellement à des conditions, mais c'est tellement plus facile à étudier chez les astronautes, par ailleurs, en excellente santé. C'est quelques exemples qui me viennent en tête. Très bien. Donc, une autre question, si vous nous le permettez. Que pensez-vous un peu des voyages dans l'espace, un peu plus pour le plaisir? On peut penser à Elon Musk, Branson et compagnie, Guy Laliberté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est inutile, dangereux? Est-ce que c'est un but? Moi, je pense que ça arrive. On ne peut pas se demander si c'est bon ou pas. C'est sûr que ça arrive. Hein? Comme il y a des gens qui sont devenus curieux de piloter des avions eux-mêmes, d'avoir un bateau eux-mêmes éventuellement. Au début, c'était juste des projets énormes, nationaux. Là. Alors, ce qui est bien, je trouve, ce qui, je trouve, est potentiellement même salutaire du domaine de tourisme spatial, c'est que les gens en ce moment qui peuvent se permettre de subventionner eux-mêmes leur programme spatial, c'est des gens, normalement, souvent, qui ont de l'influence sur la société humaine. C'est soit des hommes d'affaires, des hommes ou des femmes d'affaires, c'est des gens influents. Et donc, d'avoir des gens influents qui voient ça, qui voient la Terre vue de l'espace, moi, je pense que c'est bon pour tout le monde. Parce que moi, je peux en parler, mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'influence en pratique sur la société humaine. Mais des multimilliardaires, oui, ils ont le pouvoir de changer les choses sur Terre. Donc, je pense que c'est salutaire que ces gens-là voient la Terre vue de l'espace, parce que vraiment, ça change complètement la perspective. L'autre aspect, c'est que ce n'est pas de l'argent qui est brûlé, là. C'est des salaires d'ingénieurs, ultimement, l'argent qui dépensent ces gens-là dans le programme spatial. Et donc, c'est comme une subvention indirecte à la recherche au programme spatial. Donc, je pense que je n'ai pas de problème avec ça du tout. Bon. D'accord. Puis on va finir avec une dernière question du Dr Landry, si c'est correct. À qui la propriété intellectuelle des projets de recherche, à qui ça appartient lorsque vous le faites sur la recherche de la station spatiale? Alors, écoutez, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça, mais en gros, là, c'est l'Agence spatiale canadienne qui a comme un peu droit de regard, mais très vite, ça devient public
une fois que l'université qui est derrière le projet a eu son premier tour avec les données. Donc, tout ce qui est fait dans le domaine spatial éventuellement se retrouve dans le domaine public. Ce qui est subventionné par des gouvernements, en tout cas. Ouais. Excellent. Donc, je pense qu'on va finir ça là. Dr. Saint-Jacques, je pense qu'on aimerait tous vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Je pense qu'on pourrait s'asseoir et vous écouter pour des heures et des heures. Vraiment une personne inspirante, votre cheminement très, très inspirant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont retiré des messages, que ce soit pour leur carrière, que ce soit personnel. Donc, vraiment, au nom de tous les gens sur l'appel, on aimerait vous remercier pour les services que vous offrez à notre pays. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'est énormément apprécié. Merci. Salut tout le monde. J'espère un jour qu'on aura l'occasion de se rencontrer en personne. C'est un tout petit monde, la médecine au Canada. Ouais. Vous êtes toujours bienvenus ici, ça c'est certain. Merci tout le monde. Merci d'avoir participé à notre présentation aujourd'hui avec le Dr. Saint-Jacques. On vous souhaite à tous une belle journée et merci encore. Au revoir. Bye bye.